Israël figure parmi les 20 premières puissances militaires au monde. Et pourtant, sa superficie est classée 153e au niveau mondial. Enlisée dans des conflits qui n'en finissent pas, depuis sa création en 1948, les frontières de l'État hébreu ont toujours été source de discorde. C'est pourquoi, dès le début de son existence, Israël a investi énormément d'argent afin de les défendre contre ses principaux opposants, en particulier aujourd'hui, face au Hezbollah, situé au Liban, et face au Hamas, présent dans la bande de Gaza. Devant cet impératif, le dôme de fer d'Israël a donc vu le jour en 2011, mais alors qu'il a été qualifié par de nombreux experts comme la protection antimissile la plus efficace au monde, le dôme d'Israël n'a paradoxalement pas pu empêcher la naissance d'un énième conflit, le 7 octobre 2023. Conflit qui est malheureusement en passe de devenir le plus meurtrier de l'histoire israélo-palestinienne. Mais alors, quelles sont les faiblesses du dôme de fer? Comment fonctionne-t-il réellement? Et surtout, comment un nouveau système de défense va changer complètement le cours du conflit israélo-palestinien? Bien que le dôme de fer puisse à première vue ressembler à un dispositif défensif classique, en le regardant de plus près, on peut se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un système unique en son genre. Avant tout, il est important de souligner que le terme dôme de fer n'est qu'une image. Vous vous en doutez sûrement, mais il n'y a pas de dôme en fer invisible tout autour d'Israël. En réalité, ce terme est lié au volume, protégé par des unités défensives composant un réseau antimissile interconnecté, alias le dôme de fer. Chaque unité protège donc un volume sphérique, potentiellement à la merci de frappes aériennes ennemies. Plus précisément, ces unités de protection se nomment des batteries, et aujourd'hui Israël en a officiellement déployé 10 à travers le pays, sur 13 prévues au total. Chaque batterie étant capable de défendre un territoire d'environ 150 km². Mais jusqu'à présent, c'est du déjà vu d'un point de vue défensif. Vous vous demandez alors sûrement ce que ces batteries peuvent avoir d'aussi unique. Pour le comprendre, rentrons un peu plus dans les détails. Une batterie défensive, c'est l'association de 3 composants principaux. Le premier étant un radar de détection et de suivi, le modèle ELM-2084, dans le cas d'Israël. Il est capable de localiser des roquettes et des projectiles d'artillerie tirés à plus de 100 km. Au total, ce radar peut suivre jusqu'à 200 cibles par minute. Le second composant est un ordinateur de gestion de bataille et d'armement, abrégé BMC. Le BMC calcule les points d'impact des roquettes et des projectiles. Dans le cas où un point d'impact n'est pas situé dans une zone à protéger, aucun intercepteur n'est lancé pour neutraliser le projectile tiré. Mais si le point d'impact représente une menace, par exemple dans le cas où un immeuble serait visé, le BMC commande le lancement de missiles pour neutraliser le projectile, avant que la cible ne soit touchée. Le lance-missile est donc le troisième composant d'une batterie. Baptisé Tamir, les intercepteurs du lance-missile ont été conçus pour détruire des roquettes et des projectiles d'artillerie situés à une distance comprise entre 4 et 70 km du lance-missile. Pour chaque projectile à détruire, 2 Tamir sont systématiquement envoyés. Le coût, $50 000 par missile. Les Tamir sont également dotés de capteurs de très haute précision, leur procurant une caractéristique redoutable. Ils peuvent changer de trajectoire en cours de route. Au total, chaque lance-missile peut contenir 20 Tamir, et toutes les batteries possèdent soit 3, soit 4 lance-missiles. Cependant, c'est dans la manière dont le radar, le BMC et les lance-missiles sont reliés entre eux que le caractère unique des batteries israéliennes s'observe. Avant la création du dôme de fer, les 3 éléments d'une batterie classique devaient forcément être positionnés au même endroit. Là où Israël a innové, c'est du côté mobilité. Les lance-missiles peuvent maintenant être reliés à distance aux 2 autres composants de la batterie, ce qui permet à Israël d'avoir un système de défense aérien quasiment impénétrable à travers tout son territoire. Impénétrable à l'exception de quelques cas de figure, dans lesquels le dôme de fer présente de sérieuses failles. Cas de figure qu'on a d'ailleurs pu observer le 7 octobre 2023. Pour mieux comprendre comment le Hamas a pu pénétrer le dôme de fer ce jour-là, nous devons d'abord identifier les raisons exactes ayant poussé Israël à le concevoir. Quand j'ai commencé à étudier ce sujet, la première chose m'ayant frappé est l'année d'implantation du dôme de fer, 2011. C'est une date qui m'a semblé vraiment tardive, étant donné l'ampleur et la longévité des conflits impliquant Israël. Alors une question m'a traversé l'esprit. Quand est-ce qu'Israël est vraiment devenu vulnérable d'un point de vue aérien? Parmi toutes les guerres ayant opposé Israël à ses voisins de la région, ses batailles avec le Hezbollah et le Hamas figurent parmi celles ayant eu un effet catalyseur dans la course à l'armement de l'État hébreu. Course s'intensifiant sérieusement dans les années 90, période durant laquelle de nombreuses roquettes en provenance du Liban visent régulièrement le nord d'Israël. L'ADI, l'armée de défense d'Israël, est alors placée devant le fait accompli. Un système antimissile de courte portée doit être mis en place afin de protéger ses frontières au nord. Néanmoins, le projet reste durant de nombreuses années dans une phase dormante, et l'ADI préfère faire reposer sa défense aérienne sur l'Arrow 2, un système de destruction de missiles balistiques ayant une portée 2 fois plus grande que celle du dôme de fer, mais qui a tout de même un gros défaut. Il faut compter environ 3 millions de dollars pour le lancement d'un seul intercepteur. Ajoutez à ça une efficacité amoindrie
contre les tirs de courte portée comme ceux d'artillerie ou de roquettes. Il faudra donc attendre l'émergence de conflits de plus en plus meurtriers avant qu'Israël ne décide de se pencher plus sérieusement sur la mise en place d'un dôme sur l'intégralité de son territoire. Parmi ces conflits, la seconde révolte palestinienne, aussi connue sous le nom de Seconde Intifada, se révélera être l'un des plus marquants, notamment le 5 mars 2002, quand le Hamas arrive à faire exploser pour la première fois ses roquettes à Sderot, une ville de l'État hébreu. La Seconde Intifada prend fin en 2005, sur un bilan lourd, et les espoirs de paix se sont totalement évaporés dans chaque camp. Environ 1000 morts sont déplorés côté israélien et 3000 côté palestinien. Nul doute alors pour Israël à ce moment, il est temps de mettre au point le dôme de fer. La phase de recherche débute donc en 2005, mais un an plus tard, une série d'événements va pousser Israël à vraiment accélérer le développement du projet. 2006. La seconde guerre du Liban éclate et environ 4000 roquettes sont tirées par le Hezbollah, au nord d'Israël. La ville d'Haïfa, la troisième plus grande ville du pays, est particulièrement touchée. Les roquettes tuent 44 civils israéliens, obligent 250 000 personnes à évacuer la zone, et 1 million d'Israéliens sont dans l'obligation de se confiner dans des abris anti-obus durant toute la campagne. De plus, la ville disposant de raffineries, les autorités craignent qu'une frappe directe sur l'une d'entre elles ne fasse encore plus de victimes, à la suite de fuites de substances chimiques dangereuses. La même année, l'utilisation des roquettes s'est aussi généralisée au niveau de la bande de Gaza, afin de surmonter l'obstacle que posait la clôture de sécurité israélienne. C'est alors 1 autre million d'Israéliens qui se retrouvent sous la menace de tirs de roquettes. Au total, 8000 projectiles en provenance de Gaza atterrissent sur Israël de 2000 à 2008. Dans ce contexte chaotique, le gouvernement israélien décide donc d'investir en urgence plusieurs centaines de millions de dollars dans le développement du dôme de fer. Après 5 ans de développement, Israël arrive enfin à rendre opérationnelle sa première batterie. Le 27 mars 2011, elle est positionnée dans la ville de Beersheba, ayant été victime de plusieurs attaques de roquettes durant ce même mois. La seconde batterie ne tarde pas à voir le jour, et à partir de la troisième, ce sont les États-Unis qui reprennent en grande partie le financement du programme. 1,6 milliard de dollars sont investis de leur part, de 2011 à 2021, permettant à Israël de disposer de 10 batteries et d'assurer à l'État hébreu une recharge en intercepteur Tamir suffisante pour défendre son territoire. Un autre milliard de dollars est réinjecté par les États-Unis en 2022. Il est difficile de dire si cette somme a permis à Israël de développer davantage de batteries, étant donné qu'aucune information n'a été divulguée après la 10e. Mais il faut savoir qu'initialement, Israël avait estimé à 13 le nombre de batteries nécessaires pour protéger la totalité de son territoire. Donc, il n'est pas irraisonnable de penser qu'Israël possède plus de 10 batteries, alors qu'il est. Avant de continuer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Étant donné l'angle abordé dans ce documentaire, l'accent est nécessairement mis sur les attaques subies par Israël. Mais il faut bien garder en tête que l'armée israélienne est aussi responsable de frappes ayant causé la mort d'un très grand nombre de civils dans la région, en particulier palestiniens. Aussi, si vous souhaitez mieux comprendre les conflits sévissant dans cette région, je ne peux que vous recommander, si ce n'est pas déjà le cas, d'approfondir vos connaissances sur ces sujets. Maintenant que les causes exactes derrière la conception du dôme de fer ont été mises en évidence, une question demeure. Sur quel fondement se basent les experts, affirmant que le dôme d'Israël est la protection antimissile la plus efficace au monde? La réponse à cette question est simple. La majorité des attaques aériennes a été interceptée par le dôme de fer depuis sa mise en place. Mars 2012. Après l'assassinat par l'armée israélienne d'un membre important de la résistance à Gaza, plus de 300 roquettes sont tirées sur Israël. Le dôme de fer réussit à en intercepter 56, sur les 71 jugées comme menaçantes. Juillet et août 2014. Au cours de 50 jours de conflit, plus de 4500 roquettes et mortiers sont tirés sur Israël. Le dôme intercepte 735 projectiles sur 805, jugés menaçants, atteignant alors un taux d'interception réussi de 91%. Les 70 roquettes non interceptées occasionnent la mort d'un civil et 2400 demandes d'indemnisation pour dommages causés par des roquettes. À titre de comparaison, lors de la guerre de 2006 avec le Hezbollah, en 34 jours de combat, 4000 roquettes tombent sur Israël, pour 53 Israéliens tués, et environ 30 000 demandes d'indemnisation pour dommages causés par des roquettes. En plus de 12 ans d'exercice, le dôme de fer a donc permis de considérablement limiter les dégâts humains et matériels en territoire israélien. Cela grâce à un taux d'interception réussi hors norme, variant de 75 à 95%. Maintenant, je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites qu'avec tous ces milliards investis et un taux de réussite aussi élevé, comment la situation a pu déraper à ce point le 7 octobre 2023 ? Eh bien, il y a plusieurs détails, auxquels vous n'avez sûrement pas fait attention. Bien que le dôme de fer soit en mesure de fournir des résultats hors normes, il présente tout de même de lourdes failles, qui une fois identifiées par le Hamas, ont été exploitées, afin de mettre sérieusement à mal l'économie et la défense israélienne. Le paroxysme de la campagne militaire du Hamas ayant été atteint le 7 octobre 2023. Quelles sont donc ces failles ? Et comment Israël prévoit de s'en défaire
afin de devenir quasiment invulnérable dans la région. Le dôme de fer présente 3 failles critiques. La première est d'ordre économique. En mai 2021, on estimait à 100 000 le nombre de roquettes détenues par le Hezbollah. Côté Hamas, leur arsenal était estimé à 30 000 bombes de mortier et roquettes Qassam. Alors quand on sait qu'une roquette Qassam ne coûte que 800 $ à produire pour le Hamas, il est facile de comprendre à quel point assommer économiquement l'État hébreu est simple. Lors du conflit de 2014 par exemple, Israël neutralise un total de 735 roquettes. Les coûts impliqués dans sa défense aérienne explosent. On parle de dépenses avoisinant les 73 millions de dollars, ce qui est de l'ordre du prix d'une batterie. Les 2 autres failles du dôme de fer israélien sont d'ordre technique, l'une d'entre elles étant également liée à la menace de roquettes tirées en masse sur Israël. En réalité, le dôme de fer a une capacité d'interception de missiles élevée, mais il existe tout de même un seuil, et ce seuil peut même être très rapidement dépassé, étant donné les coûts de production dérisoires des roquettes du Hamas. Associés à une attaque du Hezbollah en parallèle, les scénarios où le dôme de fer est pris à court de munitions sont donc loin d'être irréalistes. Cette vulnérabilité a d'ailleurs été observée quelques mois après l'implantation du dôme. Le 22 août 2011, l'ADI identifie un changement dans la tactique des groupes armés palestiniens, afin d'échapper aux 2 batteries du dôme de fer déployées dans le sud d'Israël. Lorsque Beersheba est pris pour cible un jour plus tôt, les roquettes ne sont pas tirées individuellement, comme c'était le cas dans le passé, mais plutôt par volée de 7 roquettes tirées simultanément. Le dôme de fer en intercepte 5 avec succès, mais l'une d'entre elles pénètre le système de défense, explosant dans un quartier résidentiel et tuant un homme. La dernière faille que je m'apprête à vous présenter a été fatale pour Israël le 7 octobre dernier. C'est en réalité la faille la plus facilement exploitable lors d'attaques éclairs. Malgré tous les milliards investis dans le dôme de fer, celui-ci est incapable de neutraliser des drones de combat. Or, les drones de combat sont très efficaces pour larguer des explosifs sur les tours de défense et les interfaces de communication aux frontières, ce qui peut jouer un rôle déterminant lors d'offensives terrestres. Ce sont donc ces 3 failles qui ont poussé Israël à développer un autre système de défense, qui une fois mis en place, devrait rendre l'État hébreu quasiment inattaquable. Le projet du faisceau de fer est dévoilé en 2014. Il s'agit d'un système de défense aérien conçu pour brûler instantanément, grâce à l'émission d'un faisceau laser, l'enveloppe externe de roquettes ou de projectiles d'artillerie. La portée maximum du laser est de l'ordre de 7 km, ce qui permet en plus de compenser l'efficacité amoindrie du dôme de fer face aux attaques de courte distance. Et surtout, le faisceau de fer peut détruire des drones de combat. Toutefois, les avantages du système ne s'arrêtent pas là. Le coût de chaque interception est négligeable, environ 3 $ par tir, contre 50 000 $ pour le dôme de fer. Peu coûteux et doté de munitions illimitées, intercepter des rafales de projectiles ne sera donc pas un problème pour le faisceau de fer, même par milliers. Il y a juste un problème avec ce système. Le temps de développement est long. Beaucoup trop long pour le gouvernement israélien. En octobre 2022, Rafael, le développeur de cette infrastructure, a déclaré qu'il faudrait encore 2 à 3 ans pour développer l'arme de manière opérationnelle. Une déclaration n'ayant pas échappé au Hamas, qui savait qu'après l'installation du faisceau de fer, attaquer Israël deviendrait beaucoup trop compliqué. Le 7 octobre 2023, après des mois de tensions entre Gaza et Israël, des frappes de saturation sont lancées par le Hamas. 5000 roquettes sont tirées en un seul jour. Du jamais vu. Israël est bien sûr pris au dépourvu, et le pays focalise son attention sur sa défense aérienne. Un choix fatal. Le Hamas enchaîne avec des attaques de drones permettant d'ouvrir des brèches à travers les barrières défensives israéliennes. Les systèmes de communication israéliens sont également brouillés par les attaques de drones. Les soldats du Hamas déferlent alors en territoire hébreu, à moto, à pied, en voiture et même en parapente motorisée. Depuis cet épisode, les relations entre Israël et la Palestine s'empirent, jour après jour. Et bien que l'évolution du conflit soit imprédictible à l'heure qu'il est, une chose est sûre. Les traumatismes accumulés au cours de cette fin d'année 2023 auront pour effet d'accélérer les phases de test du faisceau de fer. Tout comme le développement du dôme de fer avait été accéléré par les attaques de 2006.